T'as fermé la voiture? Oh non, j'ai oublié. Alors, facture, rappel de facture, que des factures. Je me demande bien qui est la face de Rubicon qui a inventé la boîte aux lettres. T'as pas dit qu'il a juste l'intention d'envoyer des cartes postales. Tu disais quoi? Rien, je rentre sur le courrier, ça me défoule. Non mais, ces boîtes ne servent vraiment à rien. Toujours des mauvaises nouvelles. Et de temps en temps, une photo avec le message de quelqu'un dont tu t'en fous. Un voisin, une tante. Tu fais quoi avec ces patates? Oh, bah, je m'étais dit que ce soir je te ferais bien des patates au four, tu vois, avec un peu de beurre, du sel, des épices, oh, de l'origan. J'adore l'origan. T'en rajoutes toujours un petit peu et paf, un vrai festin. Oui, si t'arrives à réparer le four. Il est toujours pas réparé? Non. Comment je fais moi du coup? Bah je sais pas, moi t'as qu'à les faire à la poêle tes patates. Oui, bien sûr, à la poêle. Moi je voulais les faire au four, toi tu me proposes une poêle, tu veux pas que je les fasse à l'eau bouillante, mieux à la théière, tiens. Bah pourquoi pas, ça reste des patates, non? Mais oui, c'est des patates, mais moi je voulais les faire au four, à la poêle ou à la casserole, c'est pas au four. Ça reste des patates, Alex. Mais oui, ça reste des patates, mais l'important, c'est pas les patates, c'est la façon de les préparer. Ah, mais t'as qu'à réparer le four si t'as pas envie de les cuisiner au four. Mais je sais pas comment on répare ces trucs-là, moi. Bah, si tu les fais à la poêle, ça irait plus vite. Mais ça, c'est toujours toi, ça. Proposer une poêle, contourner les problèmes, alors que moi j'ai besoin d'un four. C'est quand la dernière fois qu'il a fonctionné ce four, tu te rappelles? C'est du temps de Flavienne? Ou bien aussi tu lui disais de cuisiner ses patates à la poêle? Mais tu m'emmerdes avec ton four, je cuisine jamais avec. Et je t'interdis de mêler les Flaviennes et tout ça. Hein. D'abord, elle aimait pas les patates. Oh, donc ça t'arrange bien, ça, hein? Une ex-femme qui aime pas les patates avec un four qui marche pas. T'aurais jamais dû la quitter, elle te convenait parfaitement, visiblement, hein? Mais t'as qu'à foutre une bûche dans le four, comme ça tu les auras tes patates grillées, flambées même. Et puis, t'as qu'à foutre le feu à toute la baraque, comme ça j'aurais pu appeler toutes ces maudites factures. Ah, ça va, c'est bon, calme-toi. Je vais les faire à la poêle. On va pas s'engueuler pour des simples patates, hein. C'est fou ce que tu peux être susceptible, hein. Toi, tu ferais bien de faire attention. C'est pas moi qui l'ai quitté, c'est elle qui est partie. C'est peut-être ça. Je sais même pas ce qu'on fait avec un seau de patates, moi non plus je les aime pas. C'est peut-être ça ce qui rapproche les gens. Ce qu'ils n'aiment pas. On s'associe ensemble pour détester ce dont on se foutait tout seul. Flavienne, elle aimait pas les fleurs. Ça m'arrangeait bien, j'aimais pas les acheter. Je savais jamais lesquelles choisir. Le jaune, c'est pour les cocus. Les chrysanthèmes, c'est pour les morts. Le muguet, c'est pour les mères. Ils sont malins, ces fleuristes, hein. Tu disais quoi, Pompon? Non, rien. Et tes patates? Oh, j'avais plus envie, je me suis fait tartiner à la place. Et moi? Oh, désolé. Tu veux des patates? Non, non, ça ira. On joue aux cartes? D'accord, mais sans tricherie, hein. D'accord. Bon, ils sont mises. Oh, juste quelques pièces pour dire deux. Pas plus de 5 pièces. Bon, du jeton, sinon ça sert à rien. Ouais, et si tu perds, je suppose qu'on oublie que t'avais misé. Non, 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 non. Promis, cette fois-ci, je te rembourserai. Et la fois dernière? Et la fois dernière, ça comptait pour du beurre. Non, non, les gens qui ont des dettes n'ont pas le droit de dire ça. Tu rembourses d'abord et ensuite on joue. Je vais pas te rembourser quelque chose que je te dois pas encore, hein. Je te donne un jeton de confiance si tu veux. Marrant, ça y vaut rien ton jeton. Pour le moment. Allez, c'est bon, joue. Comme ça, toi, tu oublies ta facture et moi, j'oublie ma dette. C'est facile à dire ça. Va plutôt nous chercher de bière, elle doit être fraîche maintenant. Alex, va nous chercher de bière. Hein? Mais vas-y toi-même, tu crois que je la connais pas, ta technique de distraction, là? Mais non, on n'a même pas encore commencé, si tu veux on distribuera les cartes. Et va nous chercher de bière. Oh ça va, je vais y aller moi-même. Et pourquoi tu prends tes cartes? Ah, t'as vu, j'avais raison, c'est une technique de distraction! Alex, où sont les bières? Dans le frigo?
Je les vois pas, tu les as rangées où? Bah dans le frigo. Elles n'y sont pas. Bah si, bien sûr que si, elles sont dans le frigo, où est-ce que tu veux qu'elles soient? Alors? Bah, c'est bizarre, j'étais persuadé de les avoir mises au frigo pourtant. Ah, elles sont peut-être dans la voiture. Tu te rappelles si on est allé à l'épicerie aujourd'hui? Bien sûr qu'on est allé à l'épicerie, on allait uniquement pour ça. On devait acheter des bières et faire quelques courses. C'est pas là que t'as acheté tes patates? Non, non, je les avais déjà achetées avant, mais je me souviens pas de l'épicerie. Bah, tu débloques ou quoi? L'épicerie près d'Arpont-Paillisson, sur le coin. Mais oui, je sais bien où elle est, mais je me rappelle juste pas qu'on y soit allé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on est parti d'ici avec l'intention d'y aller, et après... C'est un peu flou, non? Oh, c'est pas grave, jouons. Hé, tu peux pas commencer avec un triple d'entrée de jeu, tu dois attendre 2 tours, hein. Oh, laisse-moi faire, c'est moi qui t'ai appris les règles, non? Bah justement. Je lance le 5. Mais calme-toi, on vient à peine de commencer. Alors, tu suis ou pas? Allez, je suis. Vas-y. Non, toi d'abord. Alors, triple, et une dame, bingo, c'est pour moi. Quoi? Oh mais non, j'avais pas bien vu la défausse. Attends, on va pas commencer si haut. Ah non, trop tard. T'as voulu jouer, t'as voulu perdre, t'as perdu. C'est le risque. Tu sais bien, non? Tu me fais penser à maman quand tu parles comme ça. Et toi, un papa, quand il n'écoutait pas, toujours à s'agiter, à bouger sur de lui. Puis paf, il tombe, il chute, il se mange le destin en pleine face. Ouais, calme un peu tes ardeurs et on redistribue. Alex. Je vise d'un jeton. Ah! Tu bluffes, hein? Bah oui, tu miserais pas. T'as rien à montrer, c'est pour ça que tu mises si peu, hein. Mais je me ferai pas avoir, moi. Moi, je me ferai pas avoir. Tu veux profiter de ma faiblesse pour que je te laisse gagner. Calme tes ardeurs, je t'ai dit. Non, tu crois que je te connais pas? D'abord, tu me sermonnes, ensuite tu me plumes. Je me ferai pas avoir, moi. Tu sais quoi? Je suis... Et je relance. Tapis. Alex, t'es prévenu, hein. Tapis. Et... Vas-y, fais voir tes cartes. Fais par toi, ça va faire mal. Une paire, un triple, et un roi. Triple, et roi. Et voilà, tant qu'enfoncer tête baissée dans le ravin. T'avais raison, on aurait dû jouer sans miser. Viens, on arrête les cartes pour aujourd'hui. Je dois pas avoir la tête à ça. En plus, j'ai pas de chance ces temps-ci. Ouais, c'est plutôt l'intelligence qui te fait défaut. Hein. Tu joues avec tes impulsions comme un lapro assoiffé devant une flaque d'eau. Tu ne te méfies pas assez du renard qui guette. C'est toi le renard? Non, je te dis, c'est juste que j'ai pas de chance. J'ai pas la tête à ça à cause de mon nouveau travail. Quoi? Ils t'ont engagé dans les bureaux? Depuis quand? Non, pas encore en fait. Je dois encore leur envoyer ma lettre de motivation, mais je suis persuadé qu'ils vont m'engager. Ah. Eux, ils te voient t'engager ou pas? Bon, allez, fais voir ta lettre de motivation. D'accord. Ne me juge pas tout de suite, hein, parce que c'est encore qu'un brouillon, et puis je dois un peu retravailler la fin, et Tiens. Oh, on va jouer le jeu, d'accord? Toi, tu vas faire le responsable du recrutement, et puis moi, je viens et je postule, d'accord? D'accord. Ouais, parfait. Bonjour monsieur. Salut, je suis Alex. Non. Tu peux pas arriver comme ça et dire que tu t'appelles Alex. Pourquoi? Je dois mentir? Je dois me faire passer pour quelqu'un d'autre? Non, tu dois donner ton nom complet. C'est sérieux, voyons. Pardon, on recommence. Bonjour, je suis Alexandre Gordet, je viens pour le poste d'employé administratif. Compris. Est-ce que vous avez des références, un curriculum vitae? Oh, oui. Ah bah oui. Voilà. Bon,
fais pas attention, c'est un brouillon. Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Vous vous moquez de moi? Je viens de te dire de pas faire attention. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais Pompon, arrête, oublie que c'est un brouillon. Mais qui est ce pompon? Mais Pompon, Alex, c'est moi. C'est moi. Alex, ton frère, tu me reconnais pas? Eh oui, je sais, je joue le jeu, c'est tout. Oh, mais tu me fais peur, hein. Alors, je vois ici que vous avez travaillé pendant 10 ans dans un magasin de pêche. Je me suis dit pour ça que je pouvais mentir un tout petit peu et dire que j'avais travaillé avec toi à la boutique. Mais tu peux pas dire ça, je suis même pas le patron. S'il l'apprend, ça va parler pour moi. Ah bon. Reprenons. Alors, je vois ici que vous parlez 4 langues. Tout à fait. Français, anglais, allemand et espagnol. Me gusta comer melones. Pardon? Ça veut dire quoi? J'en sais rien, moi, c'est toi qui parles espagnol. Ah, tu penses que je devrais enlever espagnol alors? Ah oui, c'est vrai que c'est quelqu'un, moi je suis foutu. Ouais, mais enlève aussi anglais et allemand. Hein. Bon, et laisse pas uniquement le français. Je crois qu'il devrait s'en rendre compte. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Verdel, quelles sont vos principales qualités? Je suis franc, ponctuel, perfectionniste et très généreux. Okay. Est-ce que vous avez un problème avec l'argent? Quoi? Qu'est-ce que tu... pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, est-ce que vous auriez des vices en rapport avec l'argent et le jeu? Est-ce qu'on pourrait vous confier une certaine somme et avoir pleinement confiance pour la récupérer? Oh, oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on peut pas me faire confiance? Que je dépense toujours tout mon argent? Comment tu veux que je dépense? J'en ai pas. Je dis juste que tu ne seras jamais engagé si tu mens sur ton CV. Et encore moins si tu dis la vérité. Non mais franchement, le gars, il va vouloir se méfier avec ce sourire. Et puis ce torchon là, il ressemble à rien. Je te dis que c'était qu'un brouillon. Et puis qu'est-ce qu'il a, mon sourire? Il est très bien, il est vrai, mon sourire. C'est peut-être le seul truc vrai sur moi, d'ailleurs. Oui, je suis obligé de mentir. Je suis obligé de mentir parce que ça fait 10 ans que j'ai pas eu un vrai travail. Ça fait 10 ans que je fais des courses à gauche, à droite, que j'aide monsieur René dans sa boutique. Mais comme je suis pas capable d'enfoncer une vis ou tenir un marteau à l'endroit, il me vire aussitôt. Mais comme il m'a engagé avec 3 mois de salaire d'avance, il est obligé de me reprendre gratuitement. Oui, oui. Je suis obligé de mentir. Qui est-ce qui m'engagerait moi si je dis directement que je suis qu'un paumé, que j'habite chez mon frère et que je peux même pas lui payer un loyer? Tu sais écrire, non? Ah oui, bien sûr. Ah ben voilà, entraîne-toi à bien écrire et sans faute. C'est la seule chose que tu arriveras à leur vendre. Et leur joue pas le coup du type paumé malheureux, hein. On n'engage pas pour la pitié, mais pour les capacités. D'accord. Oh, mon ami qui m'a regardé pour le poste, il m'a dit que c'était principalement mettre des tampons sur des dossiers. Ah ben voilà, entraîne-toi à tamponner très fort. Il y a déjà tellement de métiers qui te sont passés sous le nez à peine le premier jour. C'est pas les métiers qui veulent pas de toi, c'est toi qui veux pas les garder. Mais où tu vas? Je vais voir si les biens sont pas revenus. Ok. Regarde plutôt s'il n'y a pas une bouteille de vin qui part. D'accord. Alex? Alex? J'ai l'impression qu'on n'a jamais été à l'épicerie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce vernier? On est parti d'ici, on a claqué la porte et ensuite... Alex! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'on n'a jamais été à l'épicerie aujourd'hui. Ah, toi aussi. On a bien pris la voiture et après? Ben, après, on est revenu ici, on a enlevé nos motos et on a joué aux cartes. Oui, non. Avant ça. Avant ça. Avant ça, tu m'as engueulé parce que ton four marchait plus, hein. Non, avant tout ça. Entre le moment où on a pris la voiture et le moment où on a déposé nos manteaux. Qu'est-ce qu'on a foutu? J'en sais rien, c'est ça le problème. Bon sang de bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'énerve pas comme ça. Mais comment veux-tu que je m'énerve pas alors que mon esprit ressemble à de la purée? Je n'arrive pas à me rappeler ce qui s'est passé depuis qu'on a franchi cette petite porte. Ma mémoire est dans le brouillard. Ah tiens, c'est bizarre, j'ai la même sensation. On nous a drogués, je ne vois que ça. Et qui et comment on était tous les deux ici? Je sais pas. Si c'est pas moi, si c'est pas toi, c'est que c'est moi. Mais vu que je suis sûr que c'est pas moi... Ah ben non, ça peut pas être toi. Qui c'est? T'attends quelqu'un? Non, et toi? Non. J'ai l'impression que c'est une erreur, mais je suis sûr que non. Qui est là? Maître Pelletier, votre avocat! Mon avocat. J'ai pas commandé d'avocat, merci. Excusez-moi,
tellement du retard. J'ai pas pu me libérer plus tôt. Vous savez ce que c'est? Ces journées qui durent plus que 24 heures. Ah, attendez, c'est Maître Maucret, mon avocat. Vous êtes qui, vous? Maître Pelletier, l'avocat chargé de cette affaire. Attendez, vous êtes l'avocat de ma femme? Enfin, je veux dire de mon ex-femme? Non, je pense pas. En tout cas, on m'a rien dit. Non, cette affaire concerne messieurs Verdel et Verdel, frères. Quoi? Qu'est-ce que je vais voir avec son divorce? On m'a pas prévenu de ça, moi. Un divorce. Non, messieurs, installez-vous, je pense que vous confondez. Ma venue ne concerne aucunement la séparation de madame et monsieur, mais plutôt la séparation de monsieur et monsieur. L'un de vous deux est mort. Et je suis là pour vous accompagner afin de savoir lequel est-ce. Parce que je devrais plutôt dire l'un de vous deux doit mourir. Attendez, quoi? C'est une blague, c'est ça, c'est une blague. Non, je ne trouve pas très drôle. Vous avez un étrange sens de l'humour, méfiez-vous, ça pourrait jouer en votre faveur. Écoutez, mon cher, nous ne sommes pas intéressés par votre affaire, nous ne savons pas qui vous êtes, et je vous demanderai de bien vouloir foutre le camp de ma baraque. C'est à cause de l'épicerie? L'épicerie, oui. Enfin, je devrais plutôt dire oui et non. Vous n'avez jamais été jusqu'à l'épicerie. Tout s'est joué avant. Quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? On a eu un accident, alors? Non, pas vraiment, mais une chose à la fois, monsieur. Installez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? On est mort? Et vous, vous êtes quoi? Un ange? Non, maître Pelletier, votre avocat. Alors, on va tout revoir ensemble, ne vous en faites pas. Je suis là avant tout pour vous accompagner, vous guider. Tu veux un verre? Volontiers. Je parlais à mon frère. Ah, T'as trouvé où cette bouteille? Dans l'armoire, sous l'évier? Mais non, je l'ai gardée pour les grandes occasions. Ouais, mais visiblement, des grandes occasions, on n'aura plus. Alors, tant qu'elle est ouverte, autant la boire. Mais comment ça, plus d'occasion? Mais je suis pas d'accord, moi. Je compte pas me laisser faire. Maître, la sentence n'a pas encore été donnée. Vous êtes là pour nous défendre, n'est-ce pas? On peut encore survivre? survivre? Les deux? Ah, je ne pense pas. La décision a déjà été prise. Il va falloir choisir lequel. Mais si on n'est pas d'accord, Mais il ne concerne aucunement mon jugement. On peut pas, revenir là-dessus. J'ai pas l'habitude de gagner mes procès, vous savez. Attendez. C'est ça. L'épicerie a été braquée, les volants nous ont tiré dessus. Non, mais une chose à la fois, s'il vous plaît. On va tout reprendre depuis le début. qu'est-ce que c'est que ce bordel? On serait mort. Affaire 02 10 20 23 27 BX 5000. La séparation des frères Verdel et Verdel. Alexandre Philippe Ludivine Verdel, Henri Frédéric Ludivine Verdel. Vous avez la même marraine? Oui, c'était la sœur de ma mère. Alors, Alexandre, c'est vous. Et donc, Henri, c'est moi. C'est vous. Et appelez-moi Pompon, je préfère. Pompon. Oui, Pompon. Ça vient d'où? Bah, c'est comme ça qu'on m'appelle. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours appelé comme ça. Bah, déjà, quand j'étais petit, je signais mes interrogations Pompon. Vous pouvez demander après Henri dans le village, personne ne saura qui c'est. Voilà, on ne sera pas moi. Oui, mais ça vient d'où? Eh ben, en fait, quand il était petit, il voulait devenir pompier. Il jouait tout le temps à ça. Il arrêtait pas de dire pimpon, comme les sirènes, vous voyez. Et sauf qu'il n'arrivait pas à dire tampon, il disait pompon. Alors c'est resté. Maman l'a surnommé Pompon. Arrête, tu t'en souviens pas, t'étais trop petit. Mais, ça avait commencé, quand une maman vous donne un surnom, une fois sur deux, ça reste à vie. Bah oui, tenez, moi, maman m'appelait Alex. C'est resté aussi. Et vous, maître Pelletier, c'est quoi votre prénom? Stanislas. Ah, donc votre maman devait vous appeler Stan. Non, elle m'appelait Pelletier. Reprenons, allez-vous. Vous ne le mettez pas dans le dossier. Quoi donc? Bah, Pompon. Que je m'appelle Pompon. Ah, oui, je ne pense pas que ça va jouer dans notre affaire, mais je peux l'indiquer entre parenthèses, ça vous irait? Donc, il s'agit de la mort spontanée de l'un des deux frères Verdel. La jurisprudence de la Cour fondamentale et constitutive procédera au questionnement afin d'aboutir à la décision en la personne de Madame la juge Agma. Dans l'éventualité d'un élargissement de compréhensibilité ad probationem, l'importation d'un survivant à l'affaire... Attendez. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Qu'il y en a un qui va survivre et l'autre qui meurt? Sur base de quoi? Bah oui, comment vous allez prendre votre décision? Je veux pas qu'on meure, moi. Ah mais Non plus, je pourrais mourir. ça ne concerne pas du tout mon propre jugement, c'est Madame la juge Agma qui fera office d'arbitrage et de sentence finale. Mais qui a ordonné ça? Pour quelle raison? Sur base de quoi? De quoi on nous accuse? Ah mais il n'y a aucune accusation, monsieur Pompon. Non, la décision a été prise au-dessus, bien au-dessus, concernant votre existence et celle de votre frère. Maintenant, il va falloir choisir lequel des deux doit mourir. Mais pour quel motif? Le destin.
C'est souvent le destin qui choisit la vie et la mort des gens. Le destin, mais le destin de mon cul, oui. D'où sortez-vous ce voilier à flanquer? Le destin décidera si on meurt ou non. Depuis quand? Mais depuis toujours, monsieur Pompon, c'est la vie, monsieur Pompon. Arrêtez de m'appeler monsieur Pompon. C'est Pompon, pas monsieur Pompon. Bon, maître, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire? Pas grand-chose. Madame la juge va arriver d'un instant à l'autre. Elle va d'abord proposer des entretiens avec vous deux, puis individuellement, chacun d'entre vous. Elle terminera avec une discussion où elle prendra sa décision finale, où elle proclamera sa sentence. Et c'est tout? C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal quand même. Mais Madame la juge dispose de vos dossiers respectifs, dans lesquels il y a tout ce qui concerne votre existence de votre naissance à maintenant, en passant par exemple, le premier jour où vous avez marché tout seul, en passant par votre premier vol, votre premier acte de violence. Elle énumérera tous les faits du passé et elle ciblera les éléments importants pour sa décision finale. Et à partir de là, on pourra décider qui mérite de mourir. Ah, mérite. Ah, parce qu'en plus, il faut mériter sa mort. Et l'autre? L'autre, il sera libre? Et je veux dire, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle trouve qu'on est deux mauvais bonshommes? Ouais, ou deux anges. En justice, la balance penche toujours d'un côté. Il est rare qu'elle horizontalise sa clémence. Et quand je parle de mériter sa mort, c'est plutôt mériter la vie. Celui qui ne subira pas le jugement sera le frère, qui aura prouvé que la vie n'est pas finie pour lui, qui la vit pleinement. Mais elle est finie pour regarder. Mais enfin, regardez-nous! Regardez-nous! Nous sommes tous les deux jeunes, heureux, joyeux, en pleine forme, et avec un enthousiasme tel que vous seriez bien incapable d'effacer les immenses sourires que nous affichons! Oui, c'est pas moi qui voudrais convaincre, c'est madame la juge Jacquemart. Moi, je suis là que pour vous guider, vous aider. Mais oui, justement alors, si vous êtes notre avocat, vous devez bien trouver un moyen de nous sauver tous les deux, non? Une stratégie de défense, une façon de trouver la liberté pour tous les deux. Je sais pas moi, par manipulation ou par mensonge. Mensonge? Vous voulez que je mente à la juge? Bah oui. Bah pourquoi? Vous mentez jamais, vous. Quel genre d'avocat vous êtes? Comment faites-vous pour gagner des procès si vous n'enjolivez pas votre histoire? Si vos mensonges ne sont pas finement taillés pour paraître plus vrais que nature? Ah bon? Mais on vous a mal enseigné le droit, mon cher. Un bon avocat est un avocat dont on peut lire les mensonges comme des vérités. Si tous les avocats étaient professionnels, les curés feraient payer au kilo. Vous avez déjà gagné un procès en disant la vérité? Ah non, tous mes clients sont morts. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance? Et vous continuez à faire ce métier? Mais vous ne vous dites pas qu'avec un ou deux mensonges, vous auriez pu devenir un grand avocat? Je mesure tout de même 1m75. Bon, écoutez, mon petit. Il va peut-être falloir revoir votre tactique diplomatique pour pouvoir nous défendre. Mais oui, déjà commencez par desserrer cette cravate, voilà, ayez l'air un peu plus décontracté, ce sera plus facile. C'est ça, c'est pas tout pas fuir des mensonges, encore faut-il être crédible. Mais oui, la juge va devoir croire ce que vous dites. Le plus facile serait que vous le pensiez aussi. Il faut que vous croyiez vos mensonges pour qu'ils deviennent réalité. Voilà, la vérité est à la portée de vos pensées. Mais je n'ai aucune raison de mentir à la juge. Pourquoi je mentirais? Pourquoi? Mais il le faut pourtant. Mais non, c'est vous qui faites parler à la juge. Moi, j'ai pas droit au chapitre. Je suis que le préposé qui informe, qui dit, qui vous accompagne. Vous êtes votre seule défense face à la justice. Mais si vous voulez, je peux mentir. Si vous désirez, je peux inventer n'importe quel mensonge en étant tout à fait crédible. Mais je ne vois pas l'utilité de votre affaire. Quoi? Nous? Mais pourquoi? À quoi vous servez alors? Oui, si vous êtes notre avocat, défendez-nous. Allez, défendez-nous. Oui, non. Non, excusez-moi, j'ai du mal à vous informer par rapport au déroulement des prochains entretiens et je vous demande pardon. Non, madame la juge va arriver avec différents faits et elle vous donnera la parole. C'est là que vous pourrez intervenir. C'est là que vous pourrez mentir. Mais d'ailleurs, je vous conseille de plutôt agrémenter, d'ornementer, de pimenter vos paroles. Ne lui mentez pas. Madame la juge Jacquemart est une professionnelle. Elle découvrira bien vite vos mensonges. Attendez. C'est nous qui devons nous défendre et argumenter. Ah, ça y est, on est fichus. Hein. On va tous les deux crever. Mais attends, parce que ça veut dire que s'il nous a accusés d'avoir volé une pomme, mais qu'on explique qu'on était affamés, elle nous pardonnera. T'as volé une pomme? Non, c'est pour l'exemple. Parce que moi, je me souviens qu'il avait volé les outils de Monsieur René, et c'était pas par faim, mais pour les revendre. Les revendre pourquoi? Pour manger. Oui, et tu les as joués aux courses plutôt que de les faire. Ouais, c'est vrai. Mais je suis persuadé qu'on en aurait pour un festin si ce foutu canasson n'était pas parti dans le mauvais sens. Ouais, bah, t'aurais mieux fait de manger le cheval pour pas voler les outils. Oui, c'est vrai, je sais. T'inquiète pas, hein, je dirai à la juge que tu m'as conseillé de manger le cheval. Ben voilà. Voilà. Est-ce que vous avez encore l'une ou l'autre question? Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on pourrait voir les différents faits de notre vie que la juge pourra sortir de notre dossier? Normalement, vous les avez déjà vus et vécus. Malheureusement, je n'ai pas les détails à l'avance. Je vous sors des extraits comme ça au fur et à mesure de la discussion. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout de même essayer de la leurrer? La leurrer! Ben oui, par exemple, en lui faisant croire qu'il n'a pas eu tous les détails par rapport à un élément de notre vie. Non?
Oui, vous pouvez toujours essayer. Mais le plus important, ce sont vos sentiments. Quoi, nos sentiments? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que si on arrive à lui faire croire qu'à chaque moment de notre vie, on était en proie à une profonde bonté, qu'on éprouvait de la joie et de l'amour envers autrui, c'est bon, il nous laisse passer? Oui, si vous arrivez à lui faire croire que vous étiez bienveillant et que ce sont les circonstances qui ont joué à votre défaveur, alors oui, vous serez sauvé. Alléluia! Par contre, ce n'est que de la théorie. Je n'ai jamais vu personne arriver à bluffer Madame la juge Jacquemin. Ah, bon sang. Bah, attends, qui tente rien à rien, non? Oui, mais en l'occurrence, ici, c'est trop de calomnie, on perd la vie. Enfin, a priori, la vie, on la perd de toute façon. Alors, sincèrement, je préfère tenter l'impossible. Ouais, mais si on peut gagner quelques années de plus pour un de nous deux avant le prochain procès, autant la jouer finaude. D'ailleurs, tu me connais, tu sais que je suis un expert en ruse et en stratagème de jeu. Non, pas vraiment. T'es pas vraiment le plus habile dans la matière, hein. Et débloque pas trop cette fois, hein. C'est pas des jetons que tu joues, c'est ta vie. Dites-moi, maître. Oui, est-ce qu'il serait possible d'ajouter des éléments au dossier? Oui, à quoi songez-vous? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait par exemple parler de nos envies, de nos passions? Oui, je pense que voulez-vous dire. Si par exemple, imaginons que la juge aime jouer aux cartes. Est-ce que je ne gagnerais pas des points en lui faisant croire que je suis un expert au rami ou au bridge? Oui, je pense. Ouais, enfin, c'est pas le cas, hein. Par contre, je vous déconseille de lui parler de jeu, et plus précisément de jeu de hasard. Elle déteste ça. Non, si vous voulez arriver sur un terrain plus familier, plus appréciable, je sais de sources sûres que Madame la juge adore la musique. Pas plus tard, il y a une semaine, elle a donné 2 jours de sursis à un condamné parce qu'il était pianiste. Par contre, maître, la cuisine, elle aime bien? Non, parce que moi, je serais incapable de jouer même du triangle. Par contre, je fais des carbonades à la flamande, mais comme personne. Oui, si encore ton four fonctionnait encore, je lui aurais fait des patates aujourd'hui. Bon, maître, est-ce que vous pouvez nous dire si la juge préfère la cuisine au four ou la cuisine à la poêle? Ça pourrait nous aider. Oui, c'est pas faux. Écoutez, vous n'aurez qu'à lui demander, elle va bientôt arriver. Dites-moi, maître, vous avez lu notre dossier, pas vrai? Comment on s'en sort d'après vous? Est-ce qu'il y a un moyen que au moins l'un de nous deux s'en sorte? J'ai lu le dossier, oui. Si ça peut vous rassurer, il y a des cartes bien pires que les vôtres. C'est pas du tout rassurant, ça. Non. Est-ce que vous auriez un exemple de ce qu'elle pourrait ressortir? Un exemple... Oui, un exemple. Un élément comme ça, un extrait du dossier? Oui, un exemple, ça. Oui. Oh, je sais pas. Si, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai lu votre vie. C'était il y a longtemps. Vous, monsieur Alexandre, vous deviez avoir une 8aine d'années, et vous, monsieur Pompon, un peu plus vieux. Bah oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Oui. Alors, vous étiez avec un groupe d'amis près d'une grande route, dans un grand terrain vague. Vous jouiez aux osselets avec des cailloux et des brindilles. Vous étiez en pleine partie quand vous avez entendu un grand bruit. Une voiture a freiné, a dérapé, et puis elle est repartie. Vous vous êtes approché. Et là, vous avez vu un chat qui venait de se faire écraser. La moitié de son corps était en lambeaux et il manquait des bouts à ses pattes arrière et à sa queue. Bon sang, mais je m'en souviens. C'était un chat gris et blanc. Son pelage était sali par le sang. Il remuait dans tous les sens comme si la douleur le brûlait et il rampait difficilement en gémissant. Tue-le, Alex, tue-le. Il souffle le martyr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, tue-le. Et là, monsieur Alexandre, vous avez pris un énorme pavé. Vous pouviez à peine le soulever. Vous l'avez jeté sur le chat. À 2 reprises. Il ne respirait plus. Il souffrait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? En plus, c'est Pompon qui me l'a demandé. Non, pas du tout. C'est parce que j'en aurais été incapable. On va mourir. J'y croyais pas encore à votre histoire de procès, de mort, de choix, mais comment vous saviez pour ce chat? Qui vous l'a dit? C'était noté dans votre dossier. On était à peine trop 4 ce jour-là. Et encore, je crois que Richard est parti dès qu'il a vu le chat blessé. Il n'a pas été témoin de la suite. J'y croyais pas, mais on va mourir, Alex. Tu penserais pas que ce serait peut-être celui qui restait qui voudrait nous faire chanter? Pour un simple chat. J'en sais rien, je réfléchis. Ou un défenseur des chats? Et tant qu'on y est, le chat qui est venu se venger de nous après toutes ces années. Bah non. Messieurs, c'est l'heure.
Maître Pelletier, c'est bien ça? Ah, oui, madame la juge, maître Pelletier, avocat chargé de l'affaire des frères Verdale et Verdale. Bien. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Maître Pelletier, leur avez-vous expliqué les éléments importants regardant ma jurisprudence? Oui, tout à fait, madame la juge. Bien. Nous allons donc pouvoir procéder aux premiers entretiens. Maître Pelletier, vous pouvez nous laisser. Quoi? Vous restez pas avec nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Vous en faites pas, tout va bien se passer. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Au pire, tant pis. Mais vous foutez pas la quigne, vous! Messieurs, nous allons en premier chef examiner votre motivation à être heureux. Madame la juge, je voulais quand même vous dire que le chat souffrait terriblement et que c'est Pompo qui me l'a dit. Quoi? Ah bah non, Mais c'est si, pas moi, c'est toi! Messieurs, je vous en prie. Une chose à la fois. Je pose les questions et vous y répondez. Nous allons procéder de la sorte, ce sera plus simple pour tout le monde et surtout plus plaisant. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le loisir de vous défendre et de m'inventer vos arguments. Avant toute chose, si ça peut vous rassurer, je vous dis tout de suite, à mes yeux, vous êtes tous les deux condamnés. Par le simple fait d'être mortels. La mort est inéluctable, et s'en plaindre est superflu. Vous n'êtes pas ici pour tenter de gagner une nouvelle vie, mais pour espérer avoir une seconde chance dans celle que vous avez déjà. Il ne s'agit que de quelques grains de sable ajoutés au modeste sablier de votre existence. Mais l'un de vous doit partir, et l'autre restera. Oui, mais si... À nous de déterminer lequel sera lequel. Et quand je dis nous, je veux bien entendu dire par là que vous déposerez vos arguments sur la table et que j'y récolterai par miséricorde le salut pour l'un d'entre vous. Oui, mais Et je vous arrête tout de suite. N'espérez pas changer les prémices de mon jugement. Il n'y a pas deux sauf-conduits pour la liberté, mais un seul. Je choisirai la vie pour un seul d'entre vous. Est-ce bien clair, messieurs Verdale et Verdale? Oui, madame la juge. Bien. Nous allons donc pouvoir procéder aux premiers entretiens. Pour le moment, vous allez pouvoir me répondre ensemble. Ensuite, les entretiens seront individuels afin d'éviter que vous vous influenciez l'un l'autre. Monsieur Henri Verdale. Oui, présent. Mais je vous le demande. Êtes-vous heureux? Oui, je crois, oui. Oui, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est bien ça le problème. Avoir ce qu'il faut pour être heureux. Ah bah quoi? Pour bien trop de gens, il s'agit d'avoir ou de posséder. Et trop peu souvent, les gens songent à être pour simplement être. Avoir ou être. Vous me dites donc avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, mais l'êtes-vous? Oui, je pense, oui, je suis heureux. C'est noté. Ah, Monsieur attendez. Alexandre. Quand vous dites c'est noté, ça veut dire que vous avez noté que j'étais heureux? Ou que j'ai dit que j'étais heureux mais vous n'étiez pas d'accord? Je ne devrais pas vous croire. Ah si, bien sûr que si, je suis vraiment très heureux et je suis sûr que mon frère lui aussi, hein, Alex. C'est justement à lui de répondre. Monsieur Alexandre Verdale. Oh, vous pouvez m'appeler Alex si vous voulez. Et oui, je suis très heureux. Comme mon frère d'ailleurs. Je pense qu'on est tous les deux aussi heureux l'un que l'autre. La vie est belle. Pourquoi dites-vous que la vie est belle, monsieur Alexandre Verdale? La vie est belle, donc il n'y a pas de raison pour pas être heureux. Non? C'est pas ça? Si. Je prends note. Mais lorsque vous dites la vie est belle, pourriez-vous me faire une comparaison pour que je puisse comprendre? Vous voyez, un paysage est beau, une peinture est belle, et lorsque je vous donne ces exemples, vous parvenez à les visualiser bien qu'ils ne soient pas précis. Vous voyez un beau paysage, une forêt, une vallée, une peinture qui vous plaît personnellement, que vous auriez déjà aperçue. Mais lorsque vous dites « la vie est belle », je ne vois rien d'autre qu'un concept,
gentil, aurait quand même pu nous dire que les questions d'interro étaient difficiles. Madame la juge, quand on dit que la vie est belle, c'est une manière de dire qu'on est heureux, vous comprenez? Non. Ah, Pourquoi dites-vous que la vie est belle, monsieur Alexandre je Verdel? pense que mon Vous frère... vous appelez Alexandre Verdel? Non, pardon. Je vous écoute. La vie est belle en fonction des gens qu'on rencontre et des choses qu'on fait. Oh, tenez, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un frère qui m'aime et que j'aime en retour. J'ai aussi beaucoup d'amis avec qui je passe des moments merveilleux. Oh, Monsieur René, par exemple. Ah, Monsieur René. Je travaille souvent pour lui, vous savez. Et à chaque fois que je pense à lui, mais regardez, j'ai quelques rires qui viennent de mon avis ensemble. René. Ah, ça c'est tout, Monsieur René. Voilà. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est partager des rires et des sourires avec des personnes qu'on aime. Que quand je vous dis la vie est belle, je vois mes amis. Je vois vos amis. Et pour vous, en quoi la vie est-elle belle? Vous savez, il y a une différence entre les gens qui entendent profiter de leur propre vie et ceux qui s'accrochent pour profiter de celle des autres. C'est très facile à observer, vous savez. C'est un peu comme les pickpockets dans les casinos. Ils n'observent pas les machines ou les tables, ils observent les gens. Vous connaissez bien les casinos, monsieur Verdel. Vous voyez bien de quoi je parle. Alors lorsque vous me dites la vie est belle, que voyez-vous? Des gens qui jouent avec sincérité? Ou vous-même, en train d'en profiter? Bon, allez, à mon tour. Vous avez mon frère, c'est bon. C'est pas nous juger que vous essayez de faire, madame. C'est nous démolir. J'ai très bien compris votre petit jeu. Ça va, Alex, tout va bien? Ouais, t'inquiète pas, je suis toujours heureux. Il n'y a pas de question piège, monsieur Verdel, ni de mauvaise réponse. Il y a simplement une interrogation de ma part et une explication de la vôtre. Et le lien qui les unit me permettra de décider de la suite des événements. Mais où est l'objectivité de cette justice? Comment pouvons-nous espérer nous en sortir si vous êtes seul juge de notre destin? Il suffira que notre histoire vous plaise pas et paf, on est... Il n'y a pas de neutralité possible quand il s'agit de la vie et encore moins de la mort, monsieur Verdel. Dites-vous simplement que l'un doit partir et que l'autre restera. Et si je veux pas? Pardon. Si je veux pas continuer à vivre. Vous cherchez quelqu'un? Bah alors allez-y, ôtez-moi la vie, j'en veux plus. Vous vous sacrifieriez pour votre frère. Oui, s'il le faut. Et par cet acte de bravoure, vous démontreriez que vous méritez de vivre plus longtemps, je prends note. Non, pas du tout. Mais dis-lui, toi, que tu te sacrifierais aussi. Mais pourquoi, si tu veux te sacrifier, je vais pas t'en empêcher. Madame la juge, vous êtes vraiment... Hein. Ce serait quoi votre meilleure stratégie? Nous poser des questions à double sens ou nous monter l'un contre l'autre? Non, encore mieux. Vous allez nous faire culpabiliser sur nos vies misérables pour qu'on avoue nos faiblesses. C'est ça? Je vous applaudis pas, madame. Vous avez beaucoup d'imagination, monsieur Verdel. J'en prends bonne note. J'aime beaucoup la créativité. Dommage que vous l'enfermiez dans une coquille d'amertume. Oui, bah, les coquilles, ça se brise. Tout comme les secrets, je le conçois parfaitement. Y a-t-il un sujet que vous préféreriez ne pas aborder? Non, j'ai rien à cacher. Moi non plus. Vous êtes sûr? Il n'y a pas un thème, une histoire ou une personne que vous préféreriez ne pas impliquer dans nos conversations? Non. Flavienne. Quoi? Pompon, dis Flavienne. Moi j'ai personne, j'ai pas d'ex-femme, pas d'amour, elle peut pas m'attaquer là-dessus. Mais toi t'es en plein divorce. T'as déjà un gros dossier sur le dos alors, quitte à perdre un procès, autant pas s'en servir pour en perdre un deuxième. J'ai pas encore perdu mon divorce, qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, t'as raison. Chargeons pas trop la bulle. Madame la juge, nous aimerions éviter de parler de Flavienne. Merci. C'est noté. Bien, messieurs, nous allons bientôt pouvoir procéder aux entretiens individuels. Mais avant cela, j'aimerais vous partager une petite réflexion.
Il s'agit du conte de l'éternel retour, vous connaissez? Et le philosophe Friedrich Nietzsche, cela vous dit quelque chose? Non, vaguement. Nietzsche a apporté énormément de réflexions sur la vie, mais plus particulièrement sur la mort, et notamment celui-ci, qui vous concerne amplement. Il dit ceci. Imaginez que la mort vienne vous chercher au crépuscule de votre vie. Et au moment où elle s'apprête à emporter votre âme, elle vous demande de faire un choix capital. Soit vous êtes emmené dans le néant et l'oubli, soit vous êtes amené à revivre votre existence jusqu'au plus petit détail, éternellement. Et je vous demande ainsi de réfléchir à votre vie. Est-elle suffisamment belle, suffisamment jouissive pour la revivre à l'infini, sans en changer la moindre seconde? Vos plus mauvais souvenirs peuvent-ils être compensés par les plus beaux? Oseriez-vous goûter à tous ces instants, encore, et encore, et encore? Vous êtes prêt, monsieur Verdel? Prêt? Non, non, pas vraiment. Je songe à ce que vous avez dit tout à l'heure, la vie éternelle qu'on vit constamment. Ça fout le vertige, non? C'est ça que vous allez nous faire? Je veux dire, celui qui meurt aura le choix entre revivre sa vie éternellement ou de finir dans l'oubli? Ce n'était qu'une simple réflexion philosophique, monsieur Verdel. Non, parce que si on doit choisir entre recommencer sa vie éternellement ou recommencer sa vie sans pouvoir la changer, je vois pas vraiment qui gagne et qui perd. Hein. Dites-vous simplement que celui qui pourra vivre plus longtemps ressortira grandi de cette expérience et pourra espérer changer les choses. Vous ne croyez pas? Je sais pas. Ça change tout de savoir ce qu'il y a après, non? Toute notre vie, il y a des gens qui nous ont dit qu'on atteindrait le paradis grâce à des bonnes actions, et puis de l'autre, il y en a d'autres qui nous disent qu'il n'y a que la terre et les vers qui nous bouffent. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a après... Et qu'est-ce qu'il y a après? Bah, Monsieur Verdel, ce n'était que la simple réflexion d'un philosophe. Je ne vous ai rien expliqué de la mort, ni de la possibilité d'un enfer. vous pouvez me le dire pourtant maintenant. On est entre nous, non? Alors, Dieu existe? Il y a un royaume dans les nuages où tout le monde est tout nu? C'est votre vision du paradis? Non. Quelle est votre religion? Laquelle préférez-vous? Laquelle je préfère? On dirait que vous me parlez d'une paire de chaussettes. Je ne crois pas vraiment qu'on choisisse sa religion. On nous l'impose ou on nous l'inculque même. Ça dépend d'où on va naître, dans quel pays, dans quelle culture, dans quelle famille. Vous savez, il y a des gens qui ont le choix de leur religion et puis il y a les autres qui n'ont même pas le temps de se demander s'ils ont envie d'y croire. Et vous? Quel choix avez-vous eu? Quel choix? Après, ils s'en fichaient éperdument tant que chacun gardait ses bondieuseries dans les endroits prévus. Maman était catholique, je crois. Mais elle préférait garder son bon Dieu pour elle. Laquelle j'ai choisi? Je sais toujours pas. Le problème avec la religion, c'est qu'on va toujours voir les points négatifs de cette religion par rapport à ce qu'ont fait les croyants de cette religion, vous voyez? Les croisades, les missionnaires, les gourous, le terrorisme. Alors que la religion, c'est à la base une foi. Ah, qui prend ses fondements dans des écrits, hein, certes, mais c'est la manière dont on la vit qu'elle va nous nourrir. Alors, elle peut porter le même nom pour certains, mais pas les mêmes habits. Et donc, vous? Je crois qu'un paradis où on serait tout nu me déplairait pas trop. Vous êtes amusant avec votre idée de paradis. Comme une seconde chance si l'homme n'avait pas réussi à profiter de sa vie. Et vous pensez vraiment que vous parviendrez à en profiter après? Vous êtes tellement imbu de vous-même que vous êtes capable de rater votre paradis. Et pire encore, d'imaginer qu'il y a quelque chose après pour vous rattraper. Alors, vous ne vous êtes jamais demandé si la vie sur Terre n'était pas déjà le paradis. alors pourquoi on doit mourir? Vous êtes décidément très amusant avec vos questions, mais nous nous éloignons du sujet principal de cet entretien.
Votre frère ou vous-même devez mourir. L'un part et l'autre reste. Pourquoi doit-il y avoir absolument toujours quelqu'un qui meurt? Mais il faut que quelqu'un meure, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Mais pourquoi? Mais sans ça, ce ne serait pas la vie. Ce ne serait qu'une histoire banale, un conte de fées. Et si j'ai envie de vivre dans un conte de fées, moi? Ça ne ressemble pas à ça pour le moment. Si, bien sûr que si. Au début, le héros, il est toujours paumé, malheureux, il a que des emmerdes et des factures à payer. Mais ensuite, il rencontre une princesse et avant midi, paf, il l'emballe. Vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais jouer le rôle de la princesse. Non, plutôt de la sorcière. Pardon? Non, rien. La princesse. Il me semble que vous l'avez laissée partir. On avait dit qu'on parlait pas de Flavienne. Poursuivons, voulez-vous? Vous êtes prêt, monsieur Bordel? Prêt? Déjà, vous allez me juger maintenant, si vite? Vous jugez, je vais le faire durant tout cet entretien. Mais pour ça, il faut que nous discutions. Oui, pour que vous deviez être coupable. Coupable? Coupable de quoi? D'avoir vécu? Ou mal vécu? Coupable de ne pas avoir la vie qui vous conviendrait mieux pour pouvoir me la laisser. Vous savez, personne ne m'a appris comment il fallait vivre, moi. On ne nous apprend pas ça à l'école. Tout ce qu'on nous dit, c'est il faut trouver un travail, se marier, avoir des enfants. Alors on ne peut pas dire que je remplisse le contrat, pas vrai? Un travail, j'en cherche un constamment. Me marier, je ne crois pas que ce soit possible de le faire tout seul. Et puis, c'est pas fait pour moi. Même avec mon frère, je ne me marierai pas. Et pour ce qui est d'avoir des enfants, j'en veux pas et j'en aurai jamais. Ça résume bien ma vie? Par contre, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que ma vie rentre pas dans vos jolies petites cases qu'elle n'est pas belle. Les cases, c'est les autres qui les fixent. Je vais quand même pas tout faire pour avoir la vie rêvée de quelqu'un d'autre. Ce que je veux, moi, c'est ma propre belle vie. Et je suis le seul à pouvoir en juger. Oui, c'est très juste. Il n'y a pas de carcan de l'existence et personne ne peut imposer un type de vie à autrui. Mais c'est justement ça l'important. Ne pas être néfaste pour soi-même ou pour les autres. Et c'est ça que je suis venue juger aujourd'hui. Êtes-vous bénéfique? Bénéfique? Oui, bénéfique. Pour vous ou les gens qui vous entourent. Ah, j'en sais rien. Ça non plus, on ne l'apprend pas quand on est à l'école. Tout ce que mon frère m'a dit, c'est qu'il faut que je trouve un emploi stable pour être bien dans ma vie. J'en ai trouvé plusieurs, hein, j'en ai pas gardé beaucoup, c'est tout. Je ne pense pas que ce soit dû à une fainéantise de votre part. Regardez mes mains. C'est pas des mains de fainéants, ça. À l'époque, avoir les mains sales, ça faisait travailleur. Maintenant, ça fait chômeur. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que les mains reflétaient assez bien notre quotidien. Par exemple, les gens qui ont les mains trop propres ont dû souvent se faire servir. Pourquoi n'avez-vous jamais gardé le moindre travail? Bah, j'en sais rien. J'imagine que les employeurs doivent pouvoir avoir confiance en leurs gars. Et moi, je suis pas le genre de type à qui on accorde une vraie confiance à cause de l'argent, du jeu. Oui, j'ai lu dans votre dossier que vous aviez quelques problèmes avec l'argent. De l'argent? J'en ai pas. On peut pas avoir de problème avec ce qui nous manque, si? Non, la vérité, c'est que j'ai pas de chance. Quand je joue, la chance ne me suit jamais. Et c'est pas que je joue mal, hein, ou même beaucoup, c'est juste que quand ça arrive, j'ai pas de bol. Pourtant, dès que vous en avez l'occasion, vous jouez. Quoi? Qui vous a dit ça? Non, c'est pas vrai, on vous a menti. Je connais des gens qui misent bien plus souvent que moi et des sommes astronomiques. Et quand ils perdent, je vous raconte pas, c'est l'hécatombe. Moi, je suis un petit joueur occasionnel, comme ça, de temps en temps, pour se chauffer les doigts. Qu'est-ce que vous préférez? Le jeu ou l'argent? Enfin, je viens de vous dire que j'avais pas d'argent, bien sûr que c'est le jeu. Alors jouer sans miser? Jouer sans miser. Mais à quoi bon alors? C'est l'angoisse qui est intéressante, c'est le cœur qui bat, le sang qui bout dans les veines, la petite goutte de sueur qu'on voudrait cacher. C'est ce moment, cet instant juste avant de poser ses jetons, où il y a comme une pensée mystique qui nous fait croire que ça y est, c'est maintenant, c'est la bonne, il n'y a pas de raison de perdre. Et lorsque vous gagnez? Et quand on perd, ça c'est la chute. Oui, mais lorsque vous gagnez? Ça c'est une jouissance indescriptible et tellement rare. C'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne beaucoup moins souvent qu'on perd. Si c'était l'inverse, on prendrait plaisir à perdre. Vous vous disiez coupable tout à l'heure. Coupable de la vie. Oui, c'est vrai. Et je trouve que je devrais en être innocenté. Innocenté ne veut pas dire innocent. Oui,
saoulé ne veut pas dire saoulant, je connais l'expression. Vous n'avez jamais été saoulant, monsieur Verdale? Bon, je suis pas très porté sur la boisson. C'est amusant que vous parliez de ça. Vous vous souvenez de Paul Martin Moller? Polo? Oui, c'est un ami. C'était, il me semble. Non, c'est toujours un ami. On se voit plus beaucoup, c'est tout. Je vous remets dans le contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes au début du mois de mars. On a l'impression que février est passé en une semaine et vous n'avez plus un sou en poche. Demain soir, il y a un tournoi de cartes, comme tous les premiers samedis du mois. Et il faut de l'argent pour y participer. Vous avez emprunté à bien trop de gens ces derniers temps. Il va falloir innover. Et c'est là que vous avez une idée grandiose. Oui. Vous allez offrir à boire à votre ami Paul Martin Moller. Vous vous souvenez qu'il aime le vin de qualité. Et votre stratégie est simple. Vous allez lui payer à boire et le saouler jusqu'à ce qu'il ne comprenne plus rien. Et à la fin, il suffira de lui faire les poches. C'est bien ça? Non, pas tout à fait, mais c'est parce que vous l'expliquez mal. Là, je passe pour un véritable enfoiré, c'est plus compliqué que ça. Vous l'invitez à s'asseoir à une table. Ça fait longtemps. Et là, vous lui faites une véritable déclaration d'amitié. Et vous commandez une bonne bouteille pour vous deux. Mais surtout pour lui. Il est ravi. Il est aux anges même. Mais il reste sur ses gardes parce qu'il vous connaît. La bouteille se vide plus rapidement que prévu. Et vous avez à peine trempé les lèvres à votre verre. Vous commandez une deuxième bouteille, la même. C'est votre dernière carte à jouer. Après, vous n'aurez plus un radis. La soirée se poursuit. Vous parlez de tout, mais surtout de rien. Et votre ami n'est pas encore assez saoul. Quant à vous, votre gorge est sèche. Vous ne vous risquez pas à boire à sa place. À la fin de cette deuxième bouteille, votre ami Paul Martin Moller commande une troisième bouteille. La même, mais cette fois-ci, c'est lui qui offre. Et là, à la dernière goutte, contre toute attente, votre ami Paul Martin Moller se confie à vous. Puisque vous célébriez votre amitié depuis de longues heures, il doit vous parler. Votre ami a besoin d'argent. Il doit rembourser son beau-père qui lui a prêté une fameuse somme. Et votre ami vous demande de lui prêter un peu de sous. Pas grand-chose, juste le temps de voir venir. Et là, un long silence s'installe. Une immense déception se lit sur votre visage. Vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Et là, vous lui répondez. Et écoute, mon Polo, tu sais que je t'aime, hein, t'es un véritable ami pour moi. Mais la vérité, c'est que j'ai plus un rond. Mes poches sont trouées et j'ai des dettes de partout. Mais t'imagines, hein, ça aurait été avec un incommensurable plaisir que je t'aurais prêté de l'argent. Et d'ailleurs, regarde, tout ce que j'avais, je l'ai dépensé pour toi, pour te faire plaisir, mon Polo, parce que t'es mon ami. Mais je peux rien faire de plus. Oui, votre ami, Paul Martin Moller, s'effondre. Ses yeux ruissellent, il geint comme un enfant. Sa mâchoire tremble, il bafouille. Il est tellement heureux d'avoir un ami comme vous. Et là, il fouille ses poches et en sort toute la monnaie. Et vous l'offre, puisqu'il dit que vous en avez plus besoin que lui. Et là, il part. Et résultat, Il n'y avait pas assez pour me rembourser les 2 bouteilles et je les ai à peine goûtées. Si j'avais su, je me serais saoulé sans.
C'est vous qui êtes garant de votre destinée. Vous avez le devoir de démontrer que vous méritez de vivre plus longtemps. Ou mourir. Que choisissez-vous? Vous me demandez de choisir. J'ai ni envie de souffrir ni de mourir, moi. Je ne suis pas levé ce matin en disant « Oh, pourvu que je souffre aujourd'hui, ça va être une belle journée !» Mourir encore moins. Changeons de sujet, voulez-vous? Parlons de votre ancien meilleur ami. Quoi? Qui? Ah oui, c'est bien. Celui qui a insulté ma mère. Oui. Ah, il n'y a rien à dire. Hein. Il était en train de plaisanter un jour et il m'a dit « Et ta mère ?» au lieu de « Et ta sœur ». Vous connaissez l'expression « Et ta sœur » ? Tout le monde le dit, non? Si, tout le monde le dit. Ben moi, je l'ai très mal pris. Alors ok, j'avais peut-être pas de sœur, j'avais plus non plus de mère. Quand on sort une expression pareille, on fait pas gaffe à savoir si l'autre a une sœur ou non. Par contre, on fait attention à savoir s'il a encore une maman. C'est comme ça, c'est les règles de l'amitié. Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Bien entendu. Bon, allez, question suivante. Bien. Je vois ici que vous n'aimez pas beaucoup les militaires, je me trompe? Non, je les aime pas beaucoup, c'est vrai. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut dire pourquoi on n'aime pas les gens. À moi, oui. J'aimerais comprendre pourquoi. On peut pas faire confiance à un militaire. Par définition, il n'est pas là pour faire le bien. Vu que les armées sont créées pour faire la paix, mais alors d'où vient la guerre? Alors ok, ce sont les dirigeants qui s'engueulent et les soldats qui s'entretuent. On est d'accord. Mais tout ce petit monde est baigné dans la haine. Alors par définition, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui pourrait vouloir me tuer sur un simple ordre donné. Non mais vous imaginez? Mais c'était qui ce militaire pour vous? Mais quel militaire? Vous savez très bien de qui je parle. Vous l'avez croisé dans le centre-ville. Et quand il s'est approché de vous sur le trottoir, vous l'avez traité de, je cite, empaffeur de sirène. Je ne connaissais pas cette expression. Oui, bon, je pense que j'ai voulu le traiter d'empaffé. J'ai mélangé ça avec une sirène. Non mais c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je savais qu'il était danois et la seule chose que je connais du Danemark, c'est la statue de la petite sirène, là, vous voyez, du comte d'Andersen. Mais donc vous le connaissiez puisque vous saviez qu'il était danois. Oui, mais ce que vous dites pas, c'est que juste après, il s'est retourné et m'a envoyé un coup de pied phénoménal dans les bijoux de famille. J'ai failli m'effondrer et perdre connaissance. Une douleur, hein. Vous savez pas ce que c'est, vous, évidemment. Mais j'avais l'impression qu'on m'envoyait m'enfoncer des aiguilles de mes genoux jusqu'à mon nombril. Douleur, mais atroce. J'ai même saigné du nez tellement j'avais mal aux valseuses. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous n'en êtes pas resté là. Non. Je me suis vengé, voilà. Une toute petite vengeance. Durant les semaines et les mois qui ont suivi. Et j'ai d'abord uriné dans le moteur de sa voiture. Puis dans la ventilation, au moins une quinzaine de fois, comme ça, quand il a allumé son chauffage, hein, ça sentait fort l'urine. J'ai cassé ses carreaux. J'ai volé son courrier, surtout les factures. J'ai répondu à ses lettres importantes en disant qu'il avait changé d'adresse. Je me suis bien amusé avec cette boîte aux lettres. Hein. Un jour, hein, j'ai eu l'idée d'écrire des lettres d'insultes en me faisant passer pour une dame. Ah, je m'appliquais. Hein. Fallait que ce soit crédible. Je roulais les mots, là. Vous voyez, comme font les femmes. J'en ai compris pourquoi elles écrivent mieux que nous. Mais c'est horrible. Oui, Tout ça oui. parce qu'il vous avait donné un coup de pied. Oui, bien sûr, mais vous savez, plusieurs fois j'ai voulu arrêter. Hein. Cette fois, je me disais, c'est bon, ça suffit. Quand je repensais à cette douleur, hein, j'avais encore envie de me venger encore un petit peu. Jusqu'à ce que je rencontre le militaire, il était en pleurs, j'avais peut-être été un peu trop loin. J'avais osé lui dire que c'était moi. De peur qu'il vous donne un nouveau coup de pied. Et bien entendu, c'était une douleur atroce. Mais c'était qui ce militaire? Oh, je sais pas, un militaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ce n'était pas l'ex-petite amie de votre femme? Hein? Oui, je m'en souviens plus. Vous en étiez encore un peu jaloux. C'était il y a longtemps pourtant. Oui. Mais ça n'a pas empêché Flavienne de retourner avec lui quand elle m'a quitté.
m'en sors bien là, non? Pardon. Oui, forcément, je m'en sors bien. À votre façon d'observer ma vie, vous voyez bien. Je suis pas un voyou, moi, je suis un gentil. Oui, nous allons y venir. Ah. Oui. Oh, mais j'y pense, vous parlez jamais de vous. C'est quoi votre prénom? Vous avez des passions dans la vie? Des passions. Ben oui, tenez, moi par exemple, j'adore la musique. Oh, je pourrais en écouter éternellement. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est écrit dans mon dossier là, mais je joue divinement bien du piano. Oh, vous devriez me voir jouer du piano, on dirait, mes doigts, on dirait des ballerines qui se chamaillent la mélodie. Je ne vois cela écrit nulle part dans votre dossier. Ah non? Bon, c'est bizarre. Vous voyez, vous n'avez pas toutes les infos sur nous, hein. Ah, j'aime tellement la musique classique, Mozart, Beethoven. Oui, j'aime beaucoup aussi. Surtout Vivaldi. Oh, Vivaldi, ce génie. Vous savez, les 4 saisons, le printemps, vous connaissez? Oh, si je connais. Mais j'adore. Oh, vous savez quoi? Je pourrais même le jouer pour vous. Ben oui, faisons ça. Une fois que le procès sera fini, je le jouerai au piano pour vous. Oui. Mais si on appelle ça un concerto pour violon, c'est parce qu'il n'y a pas de piano. Bah, au pire, je pourrais taper la mesure avec mes mains, non? Non. Je suis sûr que vous n'avez pas toutes les informations sur moi dans votre dossier. Est-ce qu'il est indiqué que j'avais une moto quand j'étais adolescent? Oui. Et que je l'ai offerte à un ami? Oui, parce que vous aviez embouti la clôture du jardin de ses parents et que la moto ne fonctionnait plus. Oui. Et mon groupe? Est-ce que mon groupe apparaît dans vos notes? Un groupe? Oui. Quel groupe? Vous voyez bien que vous savez pas tout, hein? Oh, c'était il y a longtemps, vous savez. Je n'étais pas encore marié. On se retrouvait à 4 tous les samedis pour jouer dans un bar. Une sorte de musique entraînante, vous voyez. On nous demandait d'animer le bal populaire une fois l'an. Il y avait Georges à la guitare, Alexandre à la basse, et puis Yolande à la batterie. Moi, je chantais. J'avais un succès fou, vous savez. Surtout auprès des femmes. La femme du boulanger, la femme du notaire, et puis quelques veuves. On m'appelait Pompon l'amoureux. Et un jour, une riche américaine est arrivée, elle m'a entendu chanter. Laissez-moi deviner. Elle vous a emmené en Amérique, mais ça n'a pas marché. Mais après tout, qu'est-ce qu'ils y connaissent, ces Américains, à part le Nord et le twist? Ah, et que vous connaissez la chanson? Oui. Vous savez, comme on dit, le vraisemblable est un piège que le mensonge tend à la vérité. On dirait une citation que vous avez lue sur la porte des toilettes publiques. Et si nous parlions de vos parents? Vous n'avez plus que votre père, je crois. Oui, c'est ça. Maman est morte quand on était des très jeunes hommes. Pas encore adultes, mais assez grands pour nous en sortir tout seuls. Maman est partie par maladie et par fatigue. Vous savez, c'était presque normal, on a toujours connu ma mère comme ça. Mon père, lui, vit tout seul maintenant. On prend de ses nouvelles quand il en monte de son côté. Il n'y a pas de quoi psychanalyser un chat. Hein. Je ne voudrais pas jouer le rôle de psy, je ne suis pas là pour ça. Votre frère, vous pensez qu'il a survécu à la mort de votre mère? Survécu? Est-ce que ça l'a touché profondément? Non, c'est plus compliqué que ça. Parfait! J'adore quand c'est compliqué. Mon frère a toujours été très taiseux, très silencieux. Mais toujours et constamment souriant. Ma maman, elle a été voir des spécialistes parce qu'elle lui disait c'est louche quand même quelqu'un qui sourit tout le temps. Mais bon, ça coûtait beaucoup trop cher pour nous. C'est peut-être en comparaison avec moi. Il
paraît que je suis né les bras croisés en râlant. Enfin bref, vu que mon frère s'est retranché dans son silence, derrière son sourire, il a été couvé, dorloté, jusqu'à presque étouffé. Vous en étiez un peu jaloux. Jaloux? Non, non, bien sûr que non. Non, 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 non. Mais oui, bien sûr que oui, mais comme tous les enfants peuvent l'être. C'est juste que ça passe avec le temps. Vous le trouviez différent des autres enfants, ou fou? Non, non, pas du tout. C'était mon frère, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Je parle bien tout seul, moi. J'ai vu dans votre dossier qu'il vous appelle Pompon. Oui, c'est un surnom que tout le monde me donne. C'est ma mère qui me l'a donné. C'est le diminutif d'Henri? Mais non, pas du tout! C'est parce que je l'appelais Pimpin. Oui, parce que ma mère l'appelait toujours mon petit lapin, donc je l'appelais Pimpin. Vous savez comment sont les gosses. Quand ils prononcent mal quelque chose, ça reste comme ça toute la vie. Oh mon Dieu, oui, ça c'est très agaçant. Ça fait des enfants qui créent des expressions et des verbes qui n'existent pas. Atchoumé, faire adada, rototo... Oui, bah bref! Je l'appelais Pimpin. Vous voyez, Pimpin. Et comme ma mère a trouvé ça drôle, elle m'a appelé Pompon. Pimpin et Pompon. C'était ridicule. Oui, en effet, c'est ridicule. Non, c'était ridicule. Bon, avec le temps, ça passe. Vous savez, j'ai toujours voulu protéger mon frère. C'est vrai que je suis devenu jaloux de lui en grandissant, comme vous l'avez deviné. Vers mes 10 ans, j'ai décidé d'arrêter de l'appeler Pimpin. C'est une manière de briser quelque chose entre nous. Mais lui, il a continué à m'appeler Pompon. Et c'est resté, il a juste oublié d'où ça venait. Avec le temps, c'est simplement devenu Alex, mais quand maman est morte, papa s'est rendu compte qu'il pouvait vivre sans nous et que nous, on devait vivre sans lui. Alors Alex est redevenu mon Pimpin, mais uniquement dans ma tête. Je croyais que c'était parce que vous vouliez devenir pompier. Ah, mais je voulais vraiment devenir pompier, vous savez. J'avais juste le vertige. Bah, les pompiers ne travaillent pas qu'en hauteur. Ah, je sais très bien. Alex m'a toujours dit, pour être pompier, t'es pas obligé de monter sur la grande échelle. Tu peux conduire le camion, dérouler les tuyaux. Et imaginez qu'un jour, on me demande de monter là-haut sur cette grande échelle. Imaginez la honte. Mais vous n'avez jamais essayé de passer l'examen d'entrée, ne fût-ce que faire un essai? Quoi, vous pensez que je l'aurais pas réussi? Je ne dis pas ça. Il me semble juste que votre vertige est une belle excuse. Ah bah allez-y, traitez-moi de menteur tant que vous y êtes. Parlons de votre frère. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour le moment, vous me le décrivez comme un petit ange. Mais je ne crois pas aux uniques qualités. Et s'il y a bien quelque chose dont je me méfie, c'est la perfection. Il doit bien avoir quelques défauts qui le rendent plus humain. Oui, bien sûr, mais vous les connaissez sûrement déjà. Dites toujours. Mon frère est un joueur, voilà. Et comme tous les joueurs, il vous dira qu'il ne l'est pas, qu'il fait ça de temps en temps, juste pour le plaisir. Ah, jamais pour l'argent. Les joueurs disent ça, ils sont complètement timbrés. Ils vous diront jamais combien ils ont perdu, mais bizarrement, toujours combien ils ont gagné. Mais je pense pas que ça fasse de lui un criminel, un misérable, un malhonnête. Sa folie le ruine, c'est tout. Pourquoi payer la plupart de ses dettes? Vous ne lui rendez pas service en faisant ça. Je ne paye pas toutes ces dettes, c'est totalement faux. Bah, et puis même si c'était vrai, c'est normal, c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser s'enliser dans tous ses tribus. Vous n'imaginez pas le nombre d'emprunts qu'il fait et le nombre de dettes qu'il a. Je suis persuadé qu'il ne le sait même pas lui-même. Mais vous, si. Ah, attention, hein. Je ne paye pas toutes ces dettes, je laisse celle qui doit à Monsieur René, pour le forcer à travailler pour lui. Parce que je reste persuadé d'une chose, hein. Le travail, c'est la santé. Et ça, je ne l'ai pas lu sur la porte des chiottes, hein. Je l'ai vu par moi-même. Votre frère sait que vous payez ses dettes? Je ne sais pas, je les paye en secret. Peut-être qu'il le sait, mais qu'il a honte, on ne parle pas de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Merci? Désolé? Non.
Le silence est bien plus parlant. Il se confond avec l'oubli. Dieu est craint et aimé en même temps, un peu comme un père. Vous craignez votre père? Non, pas du tout. Mon père à moi, c'était plutôt ma mère, en fait. Parlons d'enlèvement, voulez-vous? L'enlèvement? Oui. Vous savez, ce kidnapping qui a mal tourné. Oh, mais... Mais je sais ce que vous allez me dire, ce n'était pas votre faute. Mais j'aimerais tout de même entendre vos explications. Cette année-là, je travaillais pour un restaurateur albanais, Belouchi, il s'appelait. Et, comment dire... C'est pas raciste, hein, mais il était toujours dans des coups foireux. Et moi, je sais pas pourquoi... Mais vous finissez toujours par vous trouver dans des coups foireux. Voilà, c'est ça. Il y avait un client qui avait créé une mauvaise réputation autour du restaurant de l'Albanais. Le genre de gars qui a le bras long et qui n'avait pas trop aimé la température de sa soupe, vous voyez. Il avait laissé entendre qu'il fallait mieux pas aller dans le restaurant. Quand Belouchi l'a appris, il a voulu se venger, gentiment. Et voilà, moi j'avais besoin d'argent, je passais par là, alors forcément c'est à moi qu'il a demandé de le kidnapper, hein. Ben oui, je devais juste lui faire peur, qu'il disait. Anna, Pardon? le client, il s'appelait Anna. C'était pas son prénom, il s'appelait Anna. Avec un pote, on l'a kidnappé et on l'a enfermé. Chez votre frère? Oui, dans son abri de jardin. D'ailleurs, je vous raconte pas, c'était vraiment difficile de l'amener jusque-là en restant discret, hein. Mais bon, on l'a assis, on l'a attaché, on l'a bâillonné. On devait juste lui faire peur. Mais avec ma tête de nigo, ça marchait pas du tout. Le Anna, il arrêtait pas de se moquer de moi. J'arrivais pas à l'empêcher de rire. C'était très humiliant, vous savez. J'imagine, oui. Belouchi nous avait donné 2 briques pour l'enlèvement. On devait juste le garder enfermé quelques jours, le temps qu'il se fasse dessus, et après, c'était bon. Mais vu que, visiblement, ma présence ne rendait pas l'atmosphère très effrayante, j'ai dû demander à mon pote de s'en occuper. Il m'a demandé la moitié de ma brique, j'étais obligé d'accepter. C'est bien normal. Mais c'était chez votre frère. Oui, et il l'a pas su tout de suite. Le lendemain, mon pote vient me voir et il dit que ça marche pas du tout. Qu'il va falloir faire appel à un autre gars pour lui faire peur. Alors il contacte une connaissance, on doit chacun lui donner 1/4 de notre brique. Là, l'autre, il arrive et il s'est mis à torturer Anna. D'ailleurs, le Anna, c'était un dur à cuire, hein, vous savez, parce qu'il saignait, mais il pleurait pas du tout. Le bourreau, il nous a dit qu'il fallait engager 2 de ses copains et qu'à 3, il finirait le travail. Ça nous coûterait qu'1/5 de brique. Vous suivez toujours? Oui. Non, attendez. Ça fait combien une brique? C'est 10 000 balles. Et donc, il vous en restait 2500. Ben non, puisque du coup, je venais d'en donner 2000 pour les nouveaux arrivants. Enfin bon, les 3 comparses ont continué la torture. Le Anna, il se mettait à hurler, son bâillon tenait même plus tellement il était amoché. Ça a été beaucoup trop loin. Moi, je crevais de trop, je voulais pas qu'on en arrive là. On a demandé aux 3 gars d'arrêter, mais il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Anna allait se retourner contre nous si on libérait. Et mon pote m'a dit qu'il connaissait quelqu'un. Qui pouvait s'en occuper, qui pouvait faire disparaître Anna. Un type encore plus louche que tous les autres. Il demandait une demi-brique. J'ai dû emprunter un pompon pour payer ma part. Le gars est arrivé. Il est resté seul avec Anna dans l'abri de jardin. Ça faisait 5 jours qu'il était là. 1 heure après, c'était fini. Et vous n'avez plus jamais entendu parler de ce client? On l'a plus jamais revu, non. Mais il n'est pas mort, hein. Ben non. Il a proposé à son meurtrier de l'échanger en échange de 2 briques. Forcément, il a accepté. Il était libre. Ouais, libre. Et moi, fauché. C'est la première fois que je dois mettre de ma poche pour faire un travail, quand même. Oui, enfin, de la poche de votre frère. Oui. Il y avait tellement de briques dans cette histoire qu'on aurait pu construire une maison, et moi, j'ai pas touché un copec. Si ça peut vous rassurer, je lis ici que ce fameux Anna a fini par décéder d'une crise cardiaque, 1 mois après ces événements. Ça me rassure pas trop, non? Et j'imagine qu'il ne m'a rien légué? Je ne crois pas, non. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce Belouchi vous a confié ce travail. Pourquoi, vous trouvez que je fais pas peur? Non, vous avez raison. Pourtant, je trouve que c'est pas un visage qui devrait effrayer, mais des intentions. L'homme est réputé pour ça d'ailleurs. Cruel, sanguinaire, sadique, même sans s'en rendre compte. Oh, tenez, c'est comme les sapins de Noël. Vous voyez ceux qu'on met dans nos foyers 1 fois par an? C'est comme pour avertir les autres sapins. Regardez ce qu'on a fait à votre frère. Ne vous avisez pas d'attaquer notre maison. C'est ridicule. Pourtant, c'est cruel. Vous ne me paraissez pas cruel. Oh, je le prends comme un compliment, je crois. Êtes-vous heureux? Je
crois que j'ai déjà répondu à cette question piège, non? Je vous le redemande. Êtes-vous heureux? Et là, ça se voit pas? Arrêtez de sourire et répondez à ma question. Vous voulez pas voir mon sourire, mais vous voulez savoir si je suis heureux? C'est qu'on fait quoi? Êtes-vous réellement heureux? Et vous? Votre vie? Pardon. Moi, je travaille depuis 10 ans dans un magasin de pêche. Vous savez, j'ai toujours voulu récupérer la boutique du gérant, là, monsieur Simons. J'aurais bien voulu faire une autre sorte de magasin, parce que moi, la pêche, honnêtement, je me fous, j'aime pas ça. C'est un magasin de chasse, mais j'aime pas les armes. Enfin bon, de toute façon, le fils est revenu, le fils de monsieur Simons est revenu et il a repris la boutique. Moi, j'ai pas osé me barrer du jour au lendemain. Alors maintenant, j'espère que le fils me léguera à son tour le magasin. Ça n'arrivera pas, hein. C'est un héritage familial. Justement, vous auriez voulu avoir des enfants? C'est une blague ou quoi? C'est pas inscrit dans mon dossier, là? Que vous vouliez des enfants? Non, que je peux pas en avoir. Que je suis stérile. Bien sûr que je voulais des enfants. On en rêvait avec Flavienne. J'en aurais fait une dizaine, une vingtaine, même une vraie peuplade de mardeaux. J'ai essayé plus de fois que d'envie, vous savez. Et un jour, on a été faire des tests. Le médecin m'a dit que c'était moi le fautif. Et comment a réagi votre femme? Rien, elle a caché sa tristesse et j'ai caché la mienne. Je lui ai proposé d'autres solutions, mais elle voulait ni adopter, ni aller chercher les graines d'un inconnu. De toute façon, ça coûtait trop cher. Vous voulez que notre fils nous ressemble à tous les deux, qu'il ait nos yeux, nos mains, nos pieds, histoire de sang, tout ça. Et c'est là que vous avez décidé... Oui, c'est là que j'ai demandé à mon frère. C'était compliqué, mais j'ai demandé à mon frère. C'était la seule solution qu'on avait tous les deux. Vous savez, c'est même Flavienne qui a proposé. Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ils ont essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Alors Alex a été faire des tests aussi. Il était aussi stérile, comme moi. Je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être héréditaire. Et qu'avez-vous fait avec votre femme? Fait. Ben, on n'a plus rien fait, on a continué à vivre et on a fait une croix dessus. Et avec un lourd fardeau, une sorte d'immense rocher de tristesse attaché à notre cou. C'est là que tout a commencé à se détériorer. Mais attention, hein, c'était pas la tuyauterie qui fonctionnait plus, hein, juste la machine à graines. Bon, Flavienne, elle en voulait plus. Et c'est là que vous avez commencé à la tromper. Oui, avec des prostituées. Vous savez que les prostituées, on ne paye pas vraiment pour le rapport, mais plutôt pour le regard. Le regard les entraîne à regarder avec la même passion que si c'était la réalité. Et la froideur de ces mêmes yeux, lorsqu'on a fini, lorsqu'on a payé, nous ramène à la réalité avec la même baffe que la culpabilité. Vous l'avez trompé avec d'autres femmes. Non. Enfin, si, avec une cliente. Mais ça compte pas, elle était moche. Pardon. Cette femme valait certainement bien plus que vous. Et c'est votre manque de respect envers votre femme qui est laid. Oui, je sais. Mais elle le savait, hein, pourtant. Elle s'en fichait. Puis elle est retournée avec lui, là, chez le militaire. Êtes-vous heureux? Encore cette question. Êtes-vous heureux? Franchement, j'ai été heureux, très heureux même quand j'étais avec Flavienne. Je suis devenu malheureux quand je me suis rendu compte qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Alors par lâcheté, j'ai tout fait pour qu'elle me quitte. C'est très loin de moi qu'elle arriverait à être heureuse. C'est dur à encaisser, ça, vous savez. Alors non. Non, je ne suis pas heureux.
mon frère le sera, je serai heureux à mon tour. Parlons du mariage de votre frère. Sa femme et lui voulaient un enfant plus que tout. Je vous avais dit que je ne voulais pas parler de Flavienne. C'était vous qui ne vouliez pas en parler ou votre frère? C'était pour mon frère que je voulais pas en parler. Très bien. Vous disiez ne pas vouloir avoir d'enfant. Oui, j'en aurai pas et j'en aurai jamais. Pourquoi? Parce que c'est mon choix et c'est mon droit. C'est quand même fou cette importance d'avoir des enfants. Et le fait que ça choque quand on dit qu'on n'en veut pas. Les gens nous jugent, ils sont prêts à nous montrer du doigt. Comme si la logique voulait que chaque être humain ait une descendance. Vous ne trouvez pas qu'on est assez nombreux comme ça sur Terre? C'est pour ça que vous n'en voulez pas? Je vois pas pourquoi je devrais justifier mon choix. Les parents justifient le leur, eux. Parlons du beau temps, je préfère. Oh tiens, il fait pluvieux aujourd'hui. Comme si ça demandait une opinion particulière. On choisit pas le temps qu'on fait, on le constate, c'est tout. Alors constatez que je suis célibataire sans enfant, et n'y ajoutez pas votre opinion, vous n'y changerez rien. Pourtant, vous avez accepté lorsque votre frère vous a demandé de les aider. C'était différent. Oui, bien sûr, j'ai eu plusieurs femmes dans mon lit et dans mes bras. Et oui, il y a eu cette fille pendant un temps. Mais c'était aimé par besoin, pas par envie. Par contre, j'ai rencontré Flavienne bien avant Pompon. C'est moi qui les ai présentées. Elle était tellement belle. C'est le genre de créature qu'on n'apercevait qu'au ralenti. Avec un parfum qui monte à la tête. Pétale de rose. Vous l'aimiez? C'était la femme de mon frère. Je ne pouvais pas l'aimer. Et elle non plus ne pouvait pas m'aimer. Vous savez, j'aimerais pouvoir faire rêver les gens en parlant d'une étoile ou en parlant de la lune, mais ils pensent que je suis dedans au lieu de la regarder. J'ai rien à proposer de spécial. J'ai rien qui fasse rêver. Je suis un peu comme l'arbre dans le décor sur lequel on s'appuie même pas. Et les gens voudraient que j'ai des enfants? Non. Ce serait odieux de ma part. Papa n'est pas le héros qu'il voulait. Papa est un moins que rien. J'ai compris dès l'adolescence. Alors quand j'ai eu l'âge, je me suis fait opérer. Ça m'a coûté cher, vous savez, mais pour une fois, j'ai réussi à économiser. Oui. Vous vous êtes fait opérer. Ouais, ils ont coupé un tuyau, un câble, j'en sais rien. La citerne à bébé fonctionne plus, c'est tout. Et vous ne l'avez jamais dit à votre frère? Non, jamais. Et je sais ce que vous pensez, c'est dégueu de ma part. Oui, bien sûr, j'aurais pu profiter de la situation pour être juste avec Flavienne. D'ailleurs, on a essayé qu'une fois, une seule fois. Le reste, la pudeur nous en a empêchés. La honte aussi, sans doute. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que c'était plus difficile pour moi de le dire à mon frère. Je pouvais pas lui dire que je m'étais fait opérer parce que je ne m'aime pas et que je voulais pas d'enfant de moi, par moi et comme moi. Je ne vous pose plus la question alors. Est-ce que je suis heureux? Encore cette question? Ça veut rien dire. Être heureux pour qui? Pourquoi? Être heureux comme vous l'entendez? Comme mon frère l'entend? J'ai jamais voulu être heureux, moi. Je voulais juste avoir ma petite femme, ma petite vie, rien de plus. J'en veux à tout le monde, je crois. J'en veux aux gens d'être plus facilement heureux que moi. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé par tous les moyens, j'y arrive pas. C'est pas fait pour moi le bonheur. Votre bonheur en tout cas. Celui-là, j'y arrive pas. Vous savez bien que j'étais heureux. Vous en doutiez, non? Alors pourquoi me poser cette question? Pour que j'avoue ma faute? C'est aussi logique que d'envoyer un pédophile se confesser auprès d'un curé. Ça n'a aucun sens.
Oui, je connais l'adage. Frère aîné protecteur, frère cadet emmerdeur, je sais. Mais j'ai jamais cru à ces phrases toutes faites. Il suffit que ça arrive et les gens y croient. C'est n'importe quoi! C'était pas de ma faute, tout ça. J'avais rien demandé, moi. Oui, tout a foiré, oui, tout. Mais si Flavien m'a quitté, c'était pas de ma faute. On voulait un enfant, mais on en avait déjà un. C'était Alex. Vous vouliez un coupable? Alors tuez-le, tuez mon frère. Moi, j'y suis pour rien. Un pompon, 2, Flavienne, 3, l'argent, 4, le jeu. 1 Flavienne, 2, l'argent, 3, le jeu, 4 pompons. 1 Flavienne, 3, l'argent, 4, le jeu, pompon, 5. Moi! C'est moi le problème! C'est moi la pièce branlante! J'ai raté ma vie! Alors je pars rater ma mort! Allez-y! Tuez-moi! Tuez-moi, bon sang! Mais tuez-le, bon sang, tuez-le. Mais oui, tuez-moi! Pompon, tu vas bien? Je sais pas pourquoi, mais je pense que je l'ai mérité. On peut en finir, s'il vous plaît. Oui. Messieurs, asseyez-vous. Maître Pelletier, je vous invite à prendre note de mon jugement. Oui. J'ai découvert 2 frères très soudés, très aimants. Mais j'ai aussi découvert 2 paumés. Excusez-moi de l'expression, je n'en ai pas trouvé d'autres. 2 paumés qui pensent être plus heureux l'un sans l'autre, mais qui ne peuvent pas se passer de leur frère. Pourtant, il est évident que vous vous dévorez, que vous vous entretuez à petit feu, et ce depuis de nombreuses années. Vous êtes aussi néfastes que bénéfiques l'un pour l'autre. Maître Pelletier, avez-vous quelque chose à ajouter avant la fin de mon appréciation? Je ne pense pas que je sois vraiment très utile à votre choix, madame la juge. Mais maître, défendez-nous! Allez, Pelletier, c'est le moment de jouer les avocats, là. Merci maître pour votre intervention comme toujours aussi pertinente, efficace et surtout si brève. Bien, messieurs Verdel, j'ai tenu compte de vos demandes respectives. Monsieur Alexandre Verdel, vous demandez qu'on vous sacrifie pour préserver votre frère. Monsieur Henri Verdel, vous demandez qu'on sacrifie votre frère pour préserver votre frère. Quoi? Non, je disais ça pour que vous me liquidiez, moi. Pour paraître cruel, inhumain. J'accusais mon frère pour que vous m'accusiez, moi. Jamais je ne souhaiterais la mort de mon frère, jamais. Et moi j'ai dit ça parce que je savais bien que vous allez me choisir moi, mais je pensais pas que vous le feriez vraiment! Vous ne m'aidez pas, ni l'un ni l'autre. Madame la juge, si je puis me Je permettre... suis désolé maître, votre tour est passé. Mais laissez-le parler. Pour une fois qu'il va en placer une. J'espère que c'est primordial pour notre survie, vous. Allez-y maître. Et si nous revenions au début de la discussion, ce qui a été dit avant l'épicerie? Quoi? On n'en sait rien, nous. T'en souviens, toi? On allait juste chercher des bières, non? Oui, vous étiez allé faire les courses pour, je cite, nous mettre une bonne mine à n'en plus s'en rappeler nos problèmes. Je pense que c'est ça. C'est bien le style de Pompon, oui. Oui, c'est possible, mais pourquoi j'aurais dit ça? Il n'y avait rien à fêter. Pas de nouveaux soucis à l'horizon, aussi. Parce que votre frère est dépressif. Voilà pourquoi. Quoi? Tu déprimes? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte alors? Tu vas pas bien? Si, ça va. Ça fait des années qu'il ne va pas bien. Ça fait des années qu'il ne va pas bien. Ça fait des siècles qu'on en parle. Ça fait des siècles qu'on en parle. Mais qu'est-ce que vous racontez? Alex, nous sommes là pour vous. Nous savons pertinemment que ça ne va pas bien du tout. Que vos sourires sont douloureux à force d'être faux. Alors c'était ça le but de ces entretiens. Pas de savoir lequel de nous deux était le plus gentil ou le plus méchant, mais plutôt de savoir si j'avais bien lamentablement foiré ma vie, c'est ça? De savoir si Pompon avait bien laissé partir une femme formidable, de voir s'il n'avait pas d'autre ambition que de se lever le matin, que si j'avais foiré ma vie, j'avais aussi foiré la sienne, et quand je lui en voulais pour ça! Quoi? Mais c'est quoi ce merdier? Vous! Je me souviens de vous. Vous étiez mon prof d'histoire. Ah ben oui, il me semblait bien que sa tête m'était familière. Je l'ai gardé dans ma tête comme une petite voix qui représente la conscience. Oui, mais... Il était gentil. J'avais besoin d'une voix gentille, c'est tout.
Quant à vous, vous êtes la dame chez qui j'ai été envoyé après avoir volé le cartable d'un garçon de ma classe. Vous me posiez plein de questions, je vous trouvais méchante, mais gentille aussi. Un peu comme une juge. J'ai ces deux voix dans ma tête qui m'aident à choisir depuis toujours. Oui, monsieur Wardell. Il va être temps à présent de faire un choix. Et pour ma part, la décision est prise. Non mais attendez, calmez-vous! Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, madame la juge, c'est lui le coupable. Il est à l'origine de toutes nos angoisses. Mais c'est lui le dépressif. C'est lui le coupable. Il faut arracher la mauvaise herbe à la racine. Je suis le seul maître de mon destin. Et vous n'avez rien à dire. Fermez-la! Alex, calme-toi et vous arrêtez de braquer ces armes sur nous. C'est lui qui doit mourir. Si vous faites erreur, c'est lui. Non mais arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, ça va. Si tu as l'air tout triste, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Bon allez, viens, on va s'acheter quelques bières. On va se mettre une mine avant plus s'en rappeler nos problèmes. Ce soir, on oublie tout et demain, ce sera un nouveau jour. D'accord, mais alors c'est moi qui paye. Mais non, car ton argent, t'en as besoin. Ne dis pas ça. Je te promets, je vais changer. Dès demain, je vais postuler dans ce travail au bureau. Tu vois? Je leur enverrai ma démotivation. Je te la lirai d'abord. Oui. Écoute, je ne te crois pas, mais c'est très bien que tu essayes. Allez. Non, bon. Ça va pas. Ça va pas du tout. Et ça va pas s'arranger. J'en peux plus, Pompon. Je sais pas si c'est ma vie ou la tienne qui est foutue. Moi, j'ai toujours été un paumé, je sais. Mais pas toi! Toi, t'aurais pu t'en sortir! T'aurais pu avoir une vie merveilleuse! Pourquoi t'as tout fait foirer? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas si merdique, ma vie! Non, je peux plus. Il faut que ça s'arrête. Je vais mettre un terme à tout ça. J'ai des voix dans ma tête qui arrêtent pas de me dire comment j'aurais pu faire pour être heureux. Comment toi t'aurais dû faire pour l'être aussi? C'est toi ou c'est moi. Merde, nous deux doit partir. Non, Alex, arrête! Recule, Pompon! S'il te plaît. C'est bientôt fini. Non, Alex, non! Bonjour, maître Pelletier. Vous serez donc chargé d'une nouvelle affaire. La séparation de monsieur Wardell et Wardell. L'un des deux doit disparaître. Il semblerait, en effet, que chaque frère empoisonne la vie de l'autre. Chacun est plus nocif que bénéfique pour l'autre. Bien entendu, vous les accompagnerez. Le jugement se fera de lui-même. Madame la juge Agma guidera les entretiens. Mais eux seuls décideront de qui reste et qui part. Ou peut-être le hasard. La maladresse un coup de feu. C'est la vie, après tout. Thank you.